Tout d'abord, si l'eau risque de manquer en Bretagne, la réponse est oui. On sait déjà qu'on a très peu d'eau souterraine, c'est beaucoup d'eau de surface, et ce qui fait que notre stockage est extrêmement limité. Si l'eau venait à manquer en Bretagne, déjà la première des choses, c'est que la ressource va diminuer. Et ça, c'est déjà en cours. Et donc ça va se poursuivre et il y a une nécessité de regarder les choses en face et de prendre les mesures qui conviennent. Sinon, l'idée une forme de gilet jaune de l'eau, tellement la population, les populations locales, notamment les plus démunies, seraient impactées. La situation pourrait les pousser à se soulever quelque part. L'idée de guerre de l'eau n'est pas à écarter si les pouvoirs publics ne sont pas en mesure d'organiser cette sobriété de consommation d'eau. La première des choses, c'est que très globalement, la prise de conscience est là du côté des citoyennes et citoyens. Une véritable prise de conscience. Sauf que dans le cadre de son plan eau, le gouvernement, quelque part, met la pression sur les individus, sur la nécessité pour les particuliers de faire des efforts. Et cette pression est excessive parce que les gens sont prêts à faire des efforts. Maintenant, si en parallèle, ceux qui sont extrêmement consommateurs d'eau, on ne leur demande pas de faire des efforts à proportion, ce sera inacceptable. Poursuivre la croissance, c'est un non-sens total et un non-sens historique quelque part. On parle du changement climatique à 4 degrés. Il n'y a pas si longtemps, on mettait 3 degrés comme un maximum. Quand allons-nous arrêter ce mouvement? Et on sait que le mode de croissance, s'il continue, est suicidaire pour l'ensemble de la planète. Moi, j'aime bien parler de sobriété de consommation. Et derrière la sobriété, quelqu'un que j'admire beaucoup, Pierre Rabhi, lui parlait de sobriété heureuse comme une nécessité. La sobriété heureuse, c'est une sobriété acceptée par les gens qui consomment moins. Sachant derrière qu'il y a de l'éthique, qu'il y a du sens, il s'agit en consommant moins, de participer à la préservation d'un bien public inestimable. L'eau, c'est la vie, depuis la nuit des temps, on le dit. Et là, l'eau est en danger. Et pas que l'eau d'ailleurs, mais puisqu'on parle de l'eau, il s'agit de l'eau. Et si l'eau vient à manquer, effectivement, c'est un réel problème de société, de vivre ensemble, mais c'est devenu un problème d'humanité, un problème planétaire. Tant que nos gouvernants diront qu'on peut continuer la croissance. Et d'ailleurs, pour ceux qui disent oui, mais avec les nouvelles technologies, avec l'intelligence artificielle, on va y arriver, ça, c'est fuir devant la réalité. Et c'est, on va le dire, le mot est fort, mais quelque part c'est criminel d'aller dire ça et d'aller faire croire ça aux gens. Et dès l'instant qu'on va faire croire ça aux gens, les gens qui sont déjà démunis avec plein de problèmes sociaux et autres, si on leur dit, ouais, mais on va quand même y arriver, c'est pas ça qui va les inciter à faire des efforts. Ce qu'on doit attendre de nos dirigeants, de nos gouvernants, du Parlement aussi, si le Parlement pouvait quelque chose, parce que dans ce régime, on voit les limites du Parlement, alors qu'on est là pour représenter la population, prendre des décisions globales. Il y a un problème majeur sur la question de la consommation de l'eau et de la préservation de la ressource. Comment fait-on en priorisant les utilisations? L'eau potable pour la consommation humaine, elle est essentielle. L'eau du robinet, c'est essentiel, c'est majeur. L'eau dans les rivières et dans les fleuves, pour la pisciculture, l'activité piscicole de la rivière, les zones humides qui sont liées, tout ça c'est aussi essentiel. La question
on doit y arriver à la question de l'utilisation agricole, parce que c'est un enjeu majeur. Dans son plan haut, le gouvernement ne met pas le monde agricole devant ses responsabilités, ou très insuffisamment. Il va falloir changer les méthodes. Nous, on le dit, moi je le dis depuis très longtemps, il va falloir changer les méthodes culturelles, revenir à de l'agronomie qui, par définition, est économe en eau. À l'inverse, les grandes monocultures, notamment du maïs, qui sont énormément demandeuses en eau et qui dépendent de la présence de l'eau. Ça, il y a un moment où c'est devenu... On est déjà tard là. Il va être temps de... À moins là encore, ceux qui disent ouais mais avec des super bassines, on va avoir des super réserves et ça ne va pas toucher le reste. Ça aussi, c'est un non-sens. Donc, changer les pratiques agricoles, et ça, c'est changer fondamentalement. Mais on sait dans quel état est l'agriculture, dans quel état est la consommation de proximité, à savoir elle est très en dessous de ce qu'elle devrait être, la consommation de proximité. Il y a lieu de travailler là-dessus. Tout ça étant lié, c'est vraiment un plan global de sobriété de consommation d'eau qui est à prendre. Mettre aussi l'agriculture, je le répète, aussi sur les questions de la qualité de l'eau, parce que l'impact des pesticides sur les réserves d'eau, notamment en eau profonde, de captage d'eau. Mais c'est abominable comment l'eau est impactée par les molécules de pesticides, par les métabolites de ces molécules. On s'en rend compte maintenant, on n'arrête pas de nous dire, voilà, c'est un réel problème, et on continue comme ça. Alors, il y va par rapport à l'agriculture, de l'utilisation modérée de la ressource en eau, et aussi préserver sa qualité. Il ne s'agit pas d'être jusqu'au boutiste là-dessus. De l'eau, pour l'agriculture, il y en a besoin d'une manière mesurée. Pour le maraîchage, c'est une nécessité. Donc il ne s'agit pas de fermer toutes les vannes, il s'agit de travailler sur une utilisation modérée et responsable. Et pour revenir à la question de départ, si les gens, nos concitoyens, savent ça, qu'il y ait de la pédagogie de fait autour de ça, et qu'on demande à tout le monde de faire des efforts, en particulier les plus utilisateurs, eh bien moyennant ça, il y aura évidemment des attitudes responsables, collectivement responsables, qui nous permettront de sauver la mise. Alors, c'est paradoxal parce qu'ils sont censés avoir la connaissance. Parce que c'est pas faute pour les scientifiques d'aller le dire et le redire, les rapports successifs, plusieurs fois par an maintenant, qui vont tous dans le même sens. Alors je suis bien placé pour le savoir, je vois comment fonctionnent nos majorités. On ferme les yeux, on doit continuer. Cette notion de croissance. Si on ne parle pas de croissance, oui, c'est la décroissance. Alors le président va dire, ouais, c'est la politique des Amish. Nous, c'est insupportable d'entendre ça. Alors, décroissance, ça veut dire quoi? Moindre consommation. Et si on veut aller dans le positif, on revient à la question de la sobriété. Sobriété en consommation. Mais là, le système de cette société de consommation, il est enrayé. Si on diminue la consommation, c'est dire que sur le fondement même de la société, il faut remettre les choses en place. On parle des services publics de l'eau, services publics de l'électricité, de la téléphonie. C'est à remettre en place. Et derrière ça, il y a quoi? Il y a du bien public. L'eau considérée comme un bien public supérieur. Alors, attention quand on dit les élus, parce que ce n'est pas tous les élus. On va dire les élus majoritaires ou nos gouvernants, à l'image de ce plan haut, c'est un manque total de lucidité, alors qu'ils ont des études à la clé. Et ces gens, je les connais, ils cogitent plutôt bien. C'est véritablement fermer les yeux. Et derrière, il y a leur logique, leur culture du libéralisme, qui fait dire mais le marché va tout résoudre. C'est là on voit bien d'ailleurs avec la marchandisation du CO2 maintenant. Là encore, on est dans la logique libérale, ça n'a pas de sens. Véritablement, c'est une révolution
qu'il faut mettre en œuvre une révolution pacifique, mais à condition d'informer véritablement les gens. Il y a une catégorie de personnes qui sont particulièrement sensibles à cela, ce sont les jeunes générations. Tu crois? Ah ben, la semaine dernière, en 2 semaines, j'ai fait une classe de collège. Puis, non, c'était pas une classe de collège, une classe de lycée. Puis une masterclass d'enseignement supérieur. Et je leur ai dit mon point de vue sur ce qu'est la politique, sur ce qu'il faudrait faire. Et évidemment qu'ils sont preneurs de discours positifs et qui ne restent pas dans le discours véritablement de planification positive pour quelque part sauver l'histoire. Quand on est jeune, quand on a 18-20 ans, on a besoin de perspectives. Quelle perspective on leur a donné à nos jeunes? Plus de perspective du tout, ça c'est terrible. Et si on utilise la situation de dire elle est compliquée, elle est grave, mais elle n'est pas désespérée dans la mesure où on se retrousse les manches, eh bien les jeunes générations seront à même de se retrousser les manches et demanderont justement à participer au fait de sauver leur destin quelque part. Il y a deux aspects, ascendant et descendant. Selon moi, le côté ascendant, c'est partir véritablement des territoires. Et au niveau des sages, par exemple, sur les territoires, il y a un travail extrêmement intéressant qui est mené, et travail de concert entre les élus locaux, les paysans, les consommateurs. Les choses fonctionnent bien. Il faudrait que ce qui est préconisé là puisse remonter aux étages supérieurs, mais qu'il y ait quelque chose de descendant aussi. Je ne suis pas quelqu'un de centralisateur, mais par contre, moi je demande à ce qu'il y ait des véritables politiques, orientations politiques nationales qui soient données et déclinées ensuite sur les territoires. Et en conjuguant les deux, on arrivera à avancer. Certains disent, à l'instar du gouvernement, c'est absolument nécessaire et pas véritablement impactant dans la mesure où c'est bien géré. Alors que le dire, c'est un non-sens. Et que là encore, nos dirigeants, vont dire ça, et nos dirigeants, main dans la main avec le grand syndicat agricole, parce qu'il y a aussi le rôle du grand syndicat agricole, FNSEA, pour ne pas le nommer, qui véritablement pousse le gouvernement, et le gouvernement qui, de toute façon, est à l'écoute de ce syndicat et du gros lobbying qu'il y a derrière. Les méga-bassines, c'est un non-sens, ce n'est pas une réponse. Je l'expliquais tout à l'heure, la question de modification des pratiques agricoles et de l'utilisation du sol en général. Et donc c'est tout un ensemble qui est à remettre en question. Et les méga-bassines, c'est non. Alors c'est pas étonnant après que notamment des jeunes en nombre vont s'y opposer, et plus ça ira dans ces domaines-là. Le domaine de l'eau est extrêmement sensible. Plus ça ira, plus il y aura des mobilisations. On aura beau mettre des flics, on aura beau essayer je sais pas quoi, d'enfermer les gens, les jeunes, mais aussi les adultes qui ont conscience que l'eau est un bien public et que là on est en train eh bien, quelque part, c'est scandaleux. Et face aux choses qui sont scandaleuses, eh bien, c'est de la mobilisation. Et moi, je trouve très saines ces mobilisations-là, dans la mesure où elles ne sont pas gangrénées par de la violence. Mais c'est toujours la question de ce gouvernement qui pense dans sa tour d'ivoire et qui veut imposer les choses. Sur la question de l'eau, je reviens sur ce bien public, et bien public du futur dont on aura absolument besoin. Eh bien, ils ne pourront pas empêcher les manifestations et ils ne pourront pas les contrer. Et à ce moment-là, il sera bien nécessaire de se dire mais comment on fait? Et comment on fait avec ces gens qui manifestent? Comment on fait ensemble? Mais là, ça veut dire renouer des liens entre le monde politique et la population. Et là, il y a du boulot. Hein. Le monde politique n'est pas emballant, ne donne pas envie. Sauf à des carriéristes comme on en voit. Il est temps véritablement de redonner envie. Alors, avant de partir, pour moi, qui
qui finit mon mandat, susciter des vocations, donner envie, ça fait partie des choses que j'ai à faire. La question de l'élevage, c'est une vraie question de société aujourd'hui. Une autre encore. Euh, En tout cas, l'élevage industriel a fait son temps. Il n'y a pas d'avenir dans l'élevage industriel. Alors, il y a certains qui voudraient, jusqu'aux boutistes, qui voudraient qu'on consomme pratiquement plus de viande. C'est nier le rôle que peut jouer notamment l'élevage extensif au niveau de la nature. Et que des gens continuent à souhaiter manger de la viande, on ne peut pas les montrer du doigt, surtout pas. Par contre, moins de viande et de la viande de qualité, pour le même prix, ce qui permet de bien rémunérer les éleveurs. Voilà, ce sont des réponses. Quant à l'élevage industriel, on dit oui, mais pour nourrir les populations. Alors moi, je travaille sur la question de la relocalisation de l'alimentation sur les territoires. Au lieu d'avoir des grosses unités très concentrées, s'il y avait des petits ateliers de plein air, semi-plein air, sur les territoires, si on a besoin de volailles, par exemple, sur un territoire donné, que l'essentiel de la volaille qui est consommée sur ce territoire sera produite sur le territoire. Là, ça change complètement la manière de faire et ça ouvre un champ extraordinaire à des choses nouvelles, mais qui remettent de l'humain dans le travail du paysan. Du lien entre les consommateurs et les paysans, et là encore, de l'avenir, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Dans les villes, il y a les consommateurs, dans les campagnes, il y a l'eau. Comment faire en sorte que tout cela fonctionne bien si on considère encore l'eau comme un bien public, si on considère qu'elle doit être préservée là où elle est, mais qui a nécessité de retenue. Il en existe sur le Morbihan, notamment la retenue d'Arzal, qui, je crois, si c'était aujourd'hui, ne pourrait pas être faite. En tout cas, elle existe et elle permet, avec les connexions, d'irriguer, enfin, pas irriguer, de desservir l'ensemble du département avec d'autres points de captage. Et je trouve que c'est plutôt bien fait, ces connexions, ces interconnexions. Maintenant, alors j'étais maire de Saint-Nolff, il y a 2 périmètres de captage à Saint-Nolff qui abreuvent d'autres communes. Et c'était nous qui avions à faire les efforts de préservation de la qualité de l'eau. Et donc il est évident qu'il faut jouer entre la part de consommation et la part de préservation de la quantité et de la qualité de l'eau. Alors tout ça, c'est encore à mettre en œuvre. Il y a un autre point dont je pourrais parler. On parlait tout à l'heure de la qualité de l'eau en termes de pesticides, par exemple. L'idée de faire en sorte que sur les périmètres de captage d'eau, on n'utilise plus de pesticides. Alors on me dit, on ne va plus pouvoir faire d'agriculture. Ma réponse, c'est, si, on peut faire de l'agriculture biologique sans aucun problème. Alors on dit que les produits sont plus chers. Peut-être d'un côté, mais d'un autre, si on prend en compte les coûts de pollution de l'eau pour la dépollution, en France, c'est entre 1 milliard et 1,5 milliard d'euros chaque année. Alors si on demandait aux villes, qui ont quand même plus d'argent que les communes, d'aller aider à mettre en place l'agriculture biologique sur les territoires, ce serait autant de gagner, et pour la quantité et pour la qualité de l'eau. Alors, ça fait partie de mes coups de gueule, très souvent au Sénat. Tellement il y a une disproportion de moyens entre l'agriculture conventionnelle et l'agriculture biologique. C'est même impensable comment c'est disproportionné. Alors, on demande... Par exemple, la prise en considération, je parlais de la qualité de l'eau, mais l'ensemble des externalités négatives de l'agriculture conventionnelle. C'est la qualité de l'eau, la qualité du sol, la qualité de l'air, les pollinisateurs, la santé humaine. Tout ça, c'est des coûts pour la société qui ne sont pas du tout pris en compte. Et alors, comme l'agriculture biologique préserve tout ça,
Si on donnait même une infime partie de cela pour aider à l'agriculture biologique, eh bien l'agriculture biologique serait florissante. Et l'agriculture biologique est une agriculture d'avenir, évidemment. Ceux qui vont dire c'est de l'utopie, de Do River, on vient de... Alors, l'INRAE, c'est un institut qui n'est pas spécialement révolutionnaire. Ils viennent de sortir les conclusions d'une étude qui démontre qu'à l'horizon 2050, on peut travailler uniquement en agriculture bio. La FAO l'a fait aussi, l'IDRI au niveau de l'Europe également, et ce sont des études qui sont convergentes. Mais là, le fait que ce soit l'INRAE, qui est institut national, qui sortent l'étude, nous, ça nous donne des arguments plus forts encore pour défendre ce qu'on croit. Intellectuellement, les choses évoluent. Mais dans la pratique, pas encore, ou très insuffisamment. On est obligé de parler du poids des lobbies sur les questions agricoles. Mais ça rejoint sur l'eau également. Le poids des lobbies est scandaleux, absolument scandaleux. Alors, le poids des lobbies sur le gouvernement, quand on voit le texte que l'on a eu à étudier il y a 15 jours, sur le fait qu'on revient sur l'indépendance de l'ANSES pour les mises sur le marché des pesticides, quand on dit les drones, ça va être bien pour disperser les pesticides, autant de sujets, il y en a d'autres. Là, on se dit, mais on est dans le retour en arrière. Alors que jusque-là, même si ça avance trop lentement, ça avance quand même. Enfin, ça, il y a la prochaine loi loi d'orientation agricole, qui, on l'espère, va revenir quand même sur ces propositions-là. Mais alors que les choses sont tellement évidentes aujourd'hui et que les solutions, il y a des solutions. Derrière, s'il faut une volonté politique extrême. Pour mener des politiques, il faut qu'il y ait contrôle. Contrôle, ce sont les services d'État. Et les services d'État, alors notamment pour tout ce qui est de l'utilisation de l'eau, et bien derrière, le contrôle, c'est de l'humain. Et pour ça, il faut des budgets pour financer des postes de gens dont le travail, c'est de vérifier à ce que la législation est bien respectée. Et là, on a de quoi faire. Mais alors, je vais extrapoler encore, mais pour ce qui est de la qualité de l'eau, c'est le cas. Pour ce qui est dans les abattoirs, c'est le cas. Pour ce qui est du contrôle aux frontières, c'est le cas également des produits importés. Derrière encore, c'était des services publics de contrôle qui se sont délités au moment où on en aurait besoin, mais plus que jamais. On va manquer d'eau, on doit prendre des mesures. Par rapport à des restrictions, on va dire, qui seraient des restrictions de loisirs ou de confort. Les piscines font débat aujourd'hui. Les piscines privées, alors qu'on aille se dire, des gens qui ont une piscine sont des gens qui ont les moyens d'avoir une piscine, donc les moyens de remplir la piscine. On sait qu'il y a du mètre cubage d'eau pour les remplir, pour les nettoyer, pour les re-remplir. Là, c'est tellement évident que la piscine privée, pour moi, ses années sont comptées. On ne peut pas. Par contre, pour que les gens puissent profiter de la piscine, des piscines publiques, qu'il y ait véritablement un plan de développement. Il y en a pas mal encore des piscines publiques, mais insuffisamment. Faire en sorte que là encore, on joue collectif, à savoir que la piscine fait partie de nos nécessités, de notre culture, et l'apprentissage de la natation et tout ça. Tout ça doit se faire, à mon avis, dans des piscines publiques, donc non aux piscines privées, sur des choses aussi simples que laver sa voiture au jet d'eau, mais on l'a tous fait. Donc l'eau, elle s'en va. C'est de l'eau quelque part perdue.
alors qu'elle a été traitée et bonne pour la consommation. Faire en sorte d'inciter à pratiquer les stations de lavage qui maintenant pour beaucoup réutilisent l'eau, retraitent et réutilisent l'eau. Ce sont de petits exemples, mais des exemples qui en plus démontrent qu'un effort collectif est en cours. Moi, je n'irais pas dire que c'est une mauvaise réponse en soi. Dans un éventail de réponses, l'utilisation des eaux usées retraitées fait partie des sujets intéressants. Ce qu'il faudra par contre, quand on parle eau traitée, c'est souvent les eaux d'assainissement. euh, Travailler sur l'utilisation des antibiotiques que l'on retrouve dans les résidus. Autant, si on veut réutiliser, il faut vraiment qu'on fasse attention à ce qu'on y mette au départ avant d'user l'eau. On est encore dans une réponse technique. On reprend de l'eau, on la repompe pour la remettre dans les nappes, parce qu'on se rend compte que les nappes, leur niveau est excessivement bas. On est encore quelque part le curatif en utilisant la technique. Pourquoi les nappes sont basses? Il faut justement faire en sorte que les rivières, les fleuves gardent une quantité suffisante pour que par infiltration, les nappes soient de nouveau remises à flot. Euh, Parce que c'est pas une réponse d'aller dire quand il y a de l'eau, on va la prendre, on va la réinjecter. C'est pas non plus comme ça que ça marche, quoi. Ces exemples étaient déjà mis en avant de fleuves considérés comme personnalités juridiques. Les choses sont en train d'avancer. Là encore, à l'époque, c'était il y a quelques années, on nous disait utopie. Et au final, les choses sont en train d'avancer. Et ce seront des éléments, des outils qui permettront justement, et là formellement par la loi, de préserver l'environnement et de préserver ces entités. Ça va déranger le libéralisme ambiant. Pourtant, c'est une nécessité. Et alors on va dire, ouais, mais de toute façon, ils sont aussi sous l'influence de lobby, ils vont pas pouvoir bouger. Alors moi, ma réponse, c'est de dire au Parlement, si on trouve une majorité pour voter une loi, eh bien cette loi est applicable. Ça avait été le cas de la loi Labbé, on me disait que ce ne serait pas possible. On a trouvé une majorité, elle est appliquée maintenant. Et pour ces sujets-là, si on voulait considérer dans la loi que des éléments de la nature soient considérés personnalités juridiques, il faut une loi. Si la loi est déposée via une proposition de loi, par exemple, parce que ça ne viendra pas de l'État, qu'on travaille énormément sur le débat public avant cela. Pourquoi on mettra en place cette mesure? Majoritairement, l'opinion publique sera favorable, c'est certain. Et si on dit à chacun, parce que moi j'aime bien ça, si on dit à chacun dans les départements, tu repères tes sénatrices, tes sénateurs, et à plusieurs, vous allez leur demander, pas d'une manière agressive, sur ce sujet-là, comment vous allez vous positionner. Ils ont le droit de dire qu'ils sont pas d'accord, mais il va falloir, et d'une, qu'ils l'explicitent, et de deux, qu'ils l'assument ensuite. Eh bien, je peux dire que là, si véritablement on forçait la démocratie à marcher comme ça, parce qu'il s'agit de faire marcher la démocratie, eh bien, les majorités changeraient, et on pourrait avancer beaucoup plus rapidement. Et moi, je suis convaincu qu'on va y arriver avec des méthodes comme celle-là, tout en respectant le monde politique, parce qu'on est dans une société où les responsabilités sont électives. Comment faire avec, sans tout rejeter en disant que, voilà, pour moi, il faut reconnecter entre tout ça. En fait, il faut forcer les élus, là au sujet des lois, c'est les parlementaires, forcer les parlementaires à faire leur boulot.
et faire leur boulot en leur âme et conscience. Parce qu'on voit comment ça fonctionne, les mots d'ordre des partis politiques. Certains collègues qui disent « moi j'étais d'accord avec toi, mais tu comprends, je ne pouvais pas trop... alors évidemment, ils ne peuvent pas. Alors, eh bien si c'est leurs électeurs qui vont leur dire « non mais là, on t'a fait confiance, comment tu vas te positionner ?» et qu'il faudra l'assumer après, ça change tout. J'en suis certain. Ça rendrait même service à des élus qui aient cette pression-là. On a une période de l'histoire qui n'a jamais été vécue, inédite. Et évidemment avec plein d'incertitudes. Et si on laisse le courant ou ce petit bruit de fond qui est en train de monter, on risque d'avoir des régimes forts, dictatoriaux. On voit la montée, pour ne pas la citer, l'extrême droite. On la voit monter, alors c'est pire maintenant, elle monte à pas de velours, en douceur, en s'adressant aux populations qui se sentent laissées pour compte. C'est valable en France comme dans les autres pays européens. Ils ont des réponses simplistes, mais qui parlent aux gens. Et s'il n'y a pas des contre-réponses d'autres partis politiques pour dire la vérité aux gens, mettre les gens devant leurs propres responsabilités, sans les pointer du doigt, eh bien oui, on risque d'avoir des régimes durs. Et là pour moi, ce serait le pire du pire. Et il y a lieu justement, en même temps que lutter contre les réchauffements et autres, lutter contre cette montée noire. Moi, je pense qu'il faudrait véritablement des états généraux. Pas fermines comme la Convention citoyenne, de véritables états généraux, où on associe tout le monde. Et on n'a pas au départ d'idées préconçues, aidées et éclairées par les scientifiques. Cette partie des scientifiques qui n'est pas sous l'influence des lobbies, parce qu'il y a aussi les scientifiques qui... on a des scientifiques de qualité. Et faire en sorte qu'ils viennent démontrer, donner leurs connaissances pour éclairer à la fois les citoyens, parce qu'on se rend compte que les citoyens, si on leur donne les clés pour la réflexion, ils sont fort capables de réflexion et sont capables de démontrer justement que les choses sont possibles. Avec derrière, comme ils ne sont pas formatés, avec derrière quelque chose qui est extraordinaire, c'est le bon sens. Moi, je crois que c'est nécessaire et donc possible. Petite citation, au passage, petit écart, petite citation de l'abbé Pierre. La politique, c'est l'art de rendre possible ce qui est nécessaire. En quelques mots, tout est dit. Et donc, moi, je veux croire encore en ça. Et d'ailleurs, je vais quitter la vie politique, mais je ne vais pas quitter la vie, enfin, tant que je peux encore. Travailler sur ces sujets-là, ça m'intéresse bien.